Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Il est 17 heures, on commence à l'heure, c'est ce qu'on avait décidé de faire. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui est au cœur de l'actualité en ce moment, et Dieu sait qu'avec la crise du Covid, il y a beaucoup de sujets qui ont été accélérés, notamment en termes de digitalisation, et aujourd'hui, la digitalisation, on va en parler, notamment dans le secteur de la santé. On verra avec quelques chiffres éloquents que ça s'est accéléré dans certains pays. L'objectif aujourd'hui, avec la diversité de nos intervenants, est pas seulement de parler de médecine stricto sensu, mais de donner la parole à l'ensemble des acteurs de l'écosystème, à savoir, et je donnerai la parole dans quelques instants à Zineb de Reitsoni de Dabadoc, qui nous fait le plaisir d'organiser ce webinaire. On aura le docteur Mohamed Zizi qui est avec nous et qui nous donnera son avis de spécialiste et de médecin en la matière. Meriem Zahiri qui est avec nous également et qui, elle, est directrice générale MENA du fonds d'investissement CIF et qui est aussi à la CGEM, en charge de la transformation digitale, en tout cas membre de la commission start-up et transformation digitale. Et un point qui est extrêmement important quand on parle aujourd'hui de digitalisation, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, là, on est nourri au webinaire, aux communications sur Internet, et nécessairement, ça pose la question de la protection des données à caractère personnel, et encore plus dans la santé. Si Omar Sarochni est avec nous, qui préside la CNDP, la Commission nationale de protection des données à caractère personnel. On avait discuté il n'y a pas si longtemps que ça sur un plateau de radio, si Sarochni, dans d'autres circonstances, de la protection des données à caractère personnel, et notamment des données de santé. Merci encore une fois. Juste d'un point de vue pratique, comment ça va se passer? Vous qui nous regardez, vous avez la possibilité bien évidemment de poser des questions à l'écrit, et elles vont m'arriver au fil de l'eau et je les poserai au fur et à mesure à nos intervenants. Donc, il n'y aura pas de séance questions-réponses à la fin, mais ça sera pendant toute la durée du webinaire. Monsieur Philippe Rocard est avec nous également, président de AXA Maroc. Et le côté assurance est extrêmement important lorsqu'on parle de santé, bien évidemment, parce que ça nous permettra, enfin, sur deux volets, hein, vraiment sur deux volets. Pas seulement sur le côté santé, remboursement, prise en charge, parce que c'est un point qui est extrêmement important, mais un autre volet qui est propension d'entreprises aujourd'hui à aller vers le digital, à se digitaliser et à innover au sein de grandes entreprises. On en parlera. Avant qu'on commence, je vais donner la parole à Zineb Reitsoni. Zineb, j'espère que tout va bien. Je vais te demander d'activer ton micro et surtout que tu nous dises pourquoi on fait ça déjà, pourquoi on organise ça aujourd'hui. Tu pourras donner quelques chiffres, et moi j'en ai. Je suis allé chercher un peu sur la e-santé, notamment en France. Les chiffres sont extrêmement éloquents, on les donnera. Mais pourquoi ce webinaire aujourd'hui, Zineb? Écoute, bonjour à tous. Merci Faisal. Je tiens tout d'abord à remercier tous les panélistes d'avoir pris de leur temps pour contribuer à ce webinaire, un sujet d'actualité qui est vraiment en plein essor. Alors, pourquoi ce webinaire aujourd'hui et on va dire par ces temps qui courent? La crise que nous traversons aujourd'hui, elle est unique, elle est à la fois sanitaire, elle est économique, elle est financière, mais au-delà de ça, c'est que nous sommes à l'ère du digital, où les innovations technologiques autour de la santé bouleversent justement ces rapports entre les médecins et les patients qui sont hyper connectés. On vit dans une ère de digital health qui, à mon sens, est la convergence entre la santé et les innovations numériques. Et encore plus, avec cette crise, tout ce phénomène-là s'est accéléré. Les choses qui ne se sont pas faites sur les 10 dernières années, eh bien, se sont faites sur quelques mois, tout simplement. Cette digitalisation, pas seulement dans le secteur de la santé, mais dans d'autres secteurs, c'est vraiment accéléré. Aujourd'hui, on voit qu'en tout simplement quelques clics, n'importe quel patient aujourd'hui a la possibilité de prendre rendez-vous en ligne, de consulter son médecin à distance, de contrôler son état de santé, de comprendre ses symptômes, tout ça grâce à un smartphone. Donc, on voit qu'il y a une accrudescence de l'utilisation des objets connectés. Et cette tendance, à mon sens, va se nourrir encore plus avec les progrès en matière d'objets connectés, de stockage de la donnée, d'analyse de la data avec l'intelligence artificielle. Et ces progrès vont vraiment particulièrement être utiles pour suivre des patients qui sont souffrant de maladies chroniques,
et notamment Dr Zirizi pourra intervenir à ce sujet-là, pour assurer aussi la prévention, mais aussi la prédiction. Et ce qui est vraiment nécessaire aujourd'hui, c'est que les acteurs traditionnels du secteur de la santé doivent vraiment se préparer à cette accélération de la transformation s'ils ne veulent pas se faire disrupter. D'où, on va dire, le bon moment pour parler de tout ça, entre acteurs de cet écosystème, professionnels de santé, acteurs de l'écosystème assurance, acteurs de tout ce qui est données personnelles et confidentialité, mais aussi la partie investissement qui est l'investissement dans l'innovation dans le secteur de la santé. Alors ça, on en parlera bien évidemment du côté innovation, financement de l'innovation, et de quelle manière donner la part belle aux startups, et pas seulement aux startups, aux entreprises tout simplement qui ont des innovations à mettre en avant. Alors, je vous parlais de chiffres tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on voit du côté français, après on parlera de l'Afrique parce que l'opportunité est là aussi, hein, dans la nécessité de généraliser la télémédecine, c'est de donner l'accès à des gens qui n'ont pas accès physiquement à des centres de santé, mais ça, on en parlera après. En France, début mars, on était à 10 000 téléconsultations. C'était juste avant le confinement et avant la crise. Mois d'avril, on est passé à 1 million de téléconsultations par semaine. Alors, si on dit que la crise a accéléré beaucoup de choses, dans ce secteur-là, on le voit bien et de manière extrêmement concrète. On va d'abord parler d'un point de vue médical. Alors, docteur Mohamed Zizi, vous êtes avec nous, vous êtes spécialiste cardio et pneumo en même temps. Je crois que vous êtes le seul ici au Maroc. Vous exercez depuis plus de 30 ans. Vous êtes un ancien interne des hôpitaux de Paris. Vous êtes membre de la Société française de cardiologie, la Société française de pneumologie, d'allergologie et ancien président de la Société marocaine de pneumologie, d'allergologie respiratoire. Vous avez fait combien d'années d'études, docteur, juste pour savoir? 12 ans. 12 ans? 12 ans, oui. C'est une Mais vie, quand ça. on aime, quand on aime, quand on est passionné, on compte pas. Quand on est passionné, on compte pas. Ça nous permet d'avoir votre expertise aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Alors, moi, une question toute simple. Comment vous avez vécu là, cette dernière période, et notamment vis-à-vis de vos patients? Parce que c'est ça la question qu'on doit se poser. Et de quelle manière vous avez gardé le lien? Écoutez, cette expérience a été très enrichissante à plusieurs niveaux. Premièrement, nous avons participé au respect du confinement, parce que les gens ne peuvent pas se déplacer, ils ont peur d'avoir le virus, et on est au contact direct avec eux. Et dans un premier temps, on essaye de savoir est-ce qu'ils ont des signes en faveur d'un virus de corona, pour les rassurer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très inquiets pour une toux, pour un syndrome fébrile, pour une pathologie minime, ils pensent qu'ils avaient le corona. On les rassure. Et deuxièmement, ça évite aux gens de se déplacer pour ne pas propager le virus. Mais ce n'est qu'un élément des avantages énormes de la téléconsultation. Il y a des malades, on a pu pas avoir le contact avec eux, et on a pu les surveiller. Il y a des malades qui ont par exemple de l'hypertension artérielle, et il suffit d'être en contact avec eux pour savoir est-ce que leur tension s'est normalisée, est-ce qu'ils supportent le traitement, est-ce qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Et avec cette méthode, on peut les faire participer à la prise en charge de leur thérapeutique, à obtenir une observance, ce qui est très 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 important, parce que vous savez, même dans les pays européens, 50% des gens qui sont sous antihypertension ne suivent pas le traitement à cause des effets secondaires. Donc, il y a un contact avec les gens pour savoir s'ils avaient des effets secondaires de leurs médicaments. S'ils ont des médicaments à prendre et qu'ils ne peuvent pas les supporter, on peut les remplacer. On peut les surveiller également pour des gens qui ont un traitement anticoagulant, ce qui est très important, parce qu'il peut avoir le sang qui est très fluide, et il peut avoir une hémorragie, il peut avoir très coagulé, il peut avoir des thromboses. Et par cette méthode, on arrive à entrer en contact avec eux, à leur expliquer, ça les met en confiance,
et ça augmente l'observance. Donc, Alors, mais quel profil, moi j'ai une question à vous poser, quel profil, est-ce qu'il y a un profil de patient particulier? Parce que ça, c'est une vraie question aussi qui arrive à chaque fois. C'est autant, on peut parler d'observance médicamenteuse ou de traitement, mais aussi d'observance digitale. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des gens qui étaient, on va dire, qui étaient en confiance, qui étaient capables finalement de vous transmettre les informations dont vous aviez besoin? Ben, écoutez, j'étais très étonné dans la mesure où beaucoup de gens ont compris le message et j'arrive à communiquer avec eux facilement. Alors, dans certains cas où le sujet est âgé ou quelqu'un qui est très analphabète, je n'arrive pas à communiquer avec lui, l'avantage de la téléconsultation, c'est qu'il y a toujours à côté de cette personne quelqu'un de sa famille qui comprend un petit peu la digitalisation, qui comprend un petit peu les questions que je lui pose et qui lui explique. Donc, ça, le courant passe sans aucun problème. Donc, je vous dis, en plus de la prise en charge qu'on a eue pour éviter la propagation du virus, en plus de la surveillance, il y a également un point très important, c'est qu'il y a un effet pour prévoir des complications qui peuvent y avoir pour la prise en charge de certains malades. Par exemple, un asthmatique, s'il a une crise d'asthme qui peut même arriver la nuit et qu'on ne lui donne pas un traitement immédiat, il risque de s'aggraver et même d'être hospitalisé. Par conséquent, quand on rentre en communication avec eux, on apprécie le degré des crises, on peut leur donner un traitement d'urgence pour essayer de les soulager. De même que pour le diabète, si on constate qu'il a une glycémie qui est mal équilibrée, donc il y a un problème de surveillance qui est direct et spontané et qui permet d'agir immédiatement. En plus de tout cela, en plus de la surveillance, en plus des exacerbations qu'on peut arrêter pour éviter une complication, parfois des gens vont être hospitalisés pour une emprise médicamenteuse qui doit être urgente. Une poussée d'hypertension, une crise d'asthme, c'est immédiatement, il faut agir, il ne faut pas attendre. Et avec cette téléconsultation, on arrive à maîtriser les choses. Et c'est beaucoup plus facile dans un premier temps d'avoir des gens qui ont déjà un dossier, parce qu'on a un diagnostic et qu'on connaît leur maladie et qu'on arrive à le suivre, à le surveiller. Mais actuellement, il y a le développement des outils connectés et parfois avec peu d'éléments, par exemple un tensiomètre, la prise de température, la glycémie, on a une idée exacte sur le profil du patient et on peut passer un cap difficile dans un premier temps pour essayer de le soulager. Donc, il y a plusieurs volets. Il y a le volet du diagnostic, il y a le volet de la surveillance, il y a le volet de la prévention. Tout cela, on l'a facilement avec cette méthode de téléconsultation. Alors, merci, docteur. On reviendra bien évidemment pour parler du champ de compétences et les limites aussi, hein, de ce qu'on peut faire en téléconsultation et ce qu'on ne peut pas faire, parce que ça, c'est extrêmement important et les gens posent la question et c'est tout à fait normal. Alors, encore une fois, je dis à tous les gens qui nous regardent, si vous voyez tous les intervenants qui sont avec nous, on ne va pas parler que de médecine, mais de tout ce qu'il y a autour d'innovation, de digital et de tout ce que cela comprend. Philippe Rocard, je répète encore une fois, vous êtes le président d'AXA Maroc et au niveau des assurances, alors pourquoi vous êtes là? Déjà, parce que vous avez une histoire avec Dabadoc et deux, parce que de par votre métier, vous êtes un payeur, vous payez des prestations d'assurance maladie et donc vous êtes concerné par cela. Il y aura plusieurs points à développer là-dessus. Mais avant ça, on va parler tout simplement d'innovation. Vous vous êtes tourné vers le digital, comme beaucoup d'entreprises qui ont amorcé leur transformation digitale. Déjà, est-ce que ça c'est nouveau ou est-ce que c'est quelque chose qui date déjà en termes de transformation digitale et on va dire de développement d'innovation au sein de l'entreprise? D'abord, la transformation digitale, ce n'est pas quelque chose que l'on décrète. Il faut la vivre concrètement, la mettre en œuvre. Et pour ça, il faut d'abord avoir la volonté de le faire. Et c'est ce que vous avez indiqué, Faisal, en disant que nous ne voulons pas seulement être des payeurs de chèques. Nous voulons accompagner le client, l'aider dans les moments difficiles, au moment où il a besoin d'un soutien. Et par exemple, on l'a fait récemment au Maroc sur les accidents automobiles, en permettant non plus de régler en quelques mois un sinistre, mais en envoyant directement l'expert sur le lieu de l'accident. Et il fait l'évaluation immédiatement du dommage et 1 heure après, le client peut être remboursé. C'est une manière d'exprimer cette volonté générale de ne pas être seulement un payeur.
Il faut des nouveaux outils pour faire de la transformation digitale. Il y en a beaucoup maintenant. Et puis, parfois, il faut un fait déclencheur. Et là, le fait déclencheur, c'est clairement la crise du Covid, puisque sur la santé, qui est une de nos activités, nous avons accéléré, nous avons révolutionné en fait notre manière de procéder avec cette crise. Avant même le début du confinement, on a annoncé que l'on offrait le service de la téléconsultation à nos patients, à nos assurés, futurs ou éventuels patients, donc nos 300 000 patients. Et on a aussi, durant le confinement lui-même, considéré comme une priorité de digitaliser tout le processus de remboursement des sinistres santé, ce qui veut dire avant un processus très papier, excessivement papier, est devenu totalement digitalisé. D'ailleurs, pour illustrer d'un exemple très concret, lorsque un patient au Maroc veut se faire rembourser dans l'assurance privée, il est obligé de donner le prospectus qui est dans la boîte du médicament, ce qui n'est pas à l'évidence une valeur ajoutée extraordinaire. On a pu, durant cette crise, remplacer cela juste par la transmission du code barre du médicament et on a énormément simplifié les transferts. Donc, la volonté s'est trouvée conjuguée avec ce fait déclencheur qui a été le Covid. Oui, ça a accéléré tout ça, bien évidemment. Et finalement, ça a accéléré le bon sens, on est bien d'accord. Ouais. Juste une question par rapport à Dabadoc. On n'est pas sans savoir que vous êtes rentré dans la boîte, hein, tout simplement. Et pourquoi ça s'inscrit là-dedans? C'est dans votre stratégie en termes d'innovation et on va dire, d'intégrer des entreprises. Alors, encore une fois, on parle de start-up, mais tout simplement aussi d'entreprises innovantes, hein, parce on pourra redéfinir les start-up, mais d'entreprises innovantes qui sont déjà bien avancées dans leur recherche et le développement. C'est une stratégie que développe AXA? Oui, c'est une stratégie d'abord parce que l'assurance santé, c'est le seul domaine au niveau mondial qui croit en assurance. L'assurance automobile ne croit plus sur le marché mondial, mais l'assurance santé continue à se développer. Donc, c'est une des priorités du groupe pour lequel je travaille. Et donc, on a décidé d'accompagner nos clients, non seulement avec le chèque, mais aussi avec des services. Et donc, on a regardé ce qu'on pouvait faire, par exemple au Maroc. On peut investir dans des cliniques, mais on a considéré que ce n'était pas notre métier, qu'on ne saurait pas faire, que c'était un domaine pour les médecins. Et donc, on a laissé le soin de développer les cliniques aux médecins. On s'est dit que ce que l'on pouvait essayer de faire, c'est d'accompagner tout ce qui est autour de la prestation médicale et donc tout ce qui contribue au confort du patient. Et on a cherché et on a vu qu'avec Dabadoc, il y avait une start-up qui avait une vraie vocation là-dessus. Je reprends les termes avec lesquels Zineb s'est présenté la première fois où je l'ai rencontré. Elle m'a dit que sa vision, c'était d'être le maillon central connectant tous les acteurs de l'écosystème santé. C'est exactement ce que nous voulions. Donc, on a décidé de rentrer dans cette start-up brillamment dirigée aussi, il faut le dire, et qui a un business model tout à fait clair. Et on est heureux, 4 années après, d'avoir fait ce choix ensemble. On a même quelques projets pour déborder la géographie du Maroc. Et j'en laisse la primeur à Zineb. On y reviendra nécessairement. Alors, si Sarrochni, on va nécessairement, lorsqu'on parle, alors déjà, de santé, même avant la digitalisation, la protection des données à caractère personnel, que ce soit dans le cadre du digital ou pas, au niveau de la santé, on en avait déjà souvent parlé, et notamment je vous posais souvent la question de la communication des données de santé entre les compagnies d'assurance et les médecins lors des fameuses visites pour les crédits, pour les assurances crédits invalidité. Donc, ça existait déjà avant. Aujourd'hui, c'est Sarrochni. La protection des données médicales, c'est un chantier que vous avez annoncé prioritaire déjà pour 2020. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est Sarrochni? Alors, si vous pouviez activer votre micro, c'est normal. Voilà. C'est mieux? Oui, on vous entend. Donc, effectivement, nous avions annoncé fin 2019 que 2020 allait être pour nous une année prioritaire sur la problématique des données de santé. Nous avions commencé à travailler par comprendre comment fonctionnait l'écosystème. Et la méthodologie que nous suivons, quel que soit le secteur que nous abordons, c'est que nous nous rapprochons des autorités de tutelle ou de contrôle du secteur, ou les acteurs majeurs. Donc, nous nous étions rapprochés du ministère de la Santé, de l'Ordre des médecins, de l'ANAM, de la CNOPS et de la CAPS, par exemple.
Certaines tâches avaient commencé à bien avancer, d'autres étaient à leur premier balbutiement. Alors, est arrivé le Covid-19 et il y a une autre problématique qui s'est posée. La première, c'est par rapport aux acteurs majeurs, ils étaient sur le front. On n'allait pas commencer à demander le 16 mars au ministère de la Santé de nous expliquer le pourquoi des données du patient zéro sur je ne sais pas quel vol avaient été diffusées et d'où ça venait. Ce n'était pas possible de façon sérieuse puisque le ministère de la Santé est monté au front sur tout ce qu'il y a eu à faire. Il n'était pas possible de continuer à demander à l'ordre de médecins. Ce qu'on faisait jusque-là, c'était de nous réunir tous les mercredis pour essayer, depuis le début de l'année, pour essayer de préparer un espèce de guide pour le cabinet médical, pour que le médecin puisse se mettre en conformité sans que ce soit une usine à gaz ou sans que ça lui demande trop de temps. Donc on essaie en fait de comprendre chacun des métiers pour simplifier au mieux. Mais par contre, on a eu effectivement l'émergence d'un ensemble de sujets qui tournent autour de la télémédecine et autour des services à distance de façon générale, que ce soit le service médical ou le service d'un autre genre. Et se poser la question de la protection des données à ce moment-là. Et nous avons dû réfléchir à certaines choses peut-être, mais bon, c'est la vie, quoi. On réfléchit au problème quand il se pose, parfois on ne réfléchit pas au problème s'il n'est pas posé, quoi. Donc, les problèmes étant posés, il fallait trouver des solutions rapides pour pouvoir accompagner. Et certains paradigmes ont émergé. Si je prends la loi de façon stricto sensu, donc sans état d'âme, au niveau de la loi, c'est le médecin, c'est la personne ou l'entité morale qui collecte l'information qui est responsable de cette information. Dans le cadre d'une consultation ou dans le cadre d'une téléconsultation, c'est forcément le vis-à-vis. Au premier niveau, c'est l'assistant ou l'assistante du cabinet médical qui peut prendre un rendez-vous. Donc là, il y a l'information à caractère personnel. Ça sera aussi le médecin, mais également le confrère à qui le médecin principal ou vers qui il envoie le patient, c'est le pharmacien, donc c'est tout un écosystème. Il y a toute une cartographie en fait, de la circulation de la donnée à considérer. Il est clair que dans ce contexte, la digitalisation, comme me le dit souvent le président de la CAPS lors de nos échanges, la digitalisation est une opportunité pour protéger la donnée. Parce qu'au lieu d'avoir des documents qui circulent, qui s'amoncellent sur des bureaux, qui tombent, qui sont consultés par X, Y, Z, par le voisin qui vient prendre un café et qui se plaît à regarder, ben, le mécanisme, tout cela, dans un coffret, on va dire, protecteur digitalisé, serait mieux apprécié. On a fait une réunion, malheureusement, encore une fois, le Covid nous a ralenti, mais on reprendra les choses autrement. Mais ce qui est important, c'est que dans l'écosystème, les gens sont positivement conscients de ce qui se passe. Nous avons fait une réunion au sein des locaux de la CAPS avec le président de la CAPS, les patrons de la CNOPS et de la CNSS, où on a commencé à travailler sur comment doit circuler l'information. Est-ce que l'employeur, est-ce que c'est normal qu'il ait accès à la pathologie qui concerne le patient, ou est-ce qu'il faut simplement il devrait simplement se limiter à savoir que la personne est en arrêt maladie. Est-ce que l'assurance, la mutuelle, est-ce que c'est normal qu'il demande les originaux des analyses médicales, etc. Donc en fait, on essaie de réfléchir pour que les solutions apportées à d'autres problèmes, parce qu'il ne faut pas occulter qu'il y a un problème
de fraude potentielle qui s'est déployée et que pour solutionner ce problème, ont été mises en place des solutions qui entravent d'autres droits. Donc la question est de dire, il ne faut pas occulter, il ne faut pas que la protection des données soit un alibi ou un outil qui permettrait de calfeutrer la fraude. Réfléchissons à une solution, à un process qui permette à la fois d'assainir la situation et de sécuriser en fait les demandes de remboursement, etc., mais en même temps de respecter la vie privée des patients et des citoyens, ainsi que leur donner un caractère personnel. Alors, on y reviendra. Merci, César Lochny, bien évidemment. Et puis, on reviendra à la fraude parce que je pense que, Philippe, ça, c'est un point qui est extrêmement important dans les assurances, c'est que vous devez gérer ce genre de choses. Et c'est vrai que beaucoup de détracteurs disaient qu'il y aura plus de fraude avec la téléconsultation, le digital, et vous nous éclairerez là-dessus. Meliam, c'est vrai que là, on va peut-être revenir sur, si vous pouviez nous dire en quelques mots, nous décrire votre fonds d'investissement et surtout, de quelle manière aujourd'hui, bon, on le sait, les fonds d'investissement, il y a des fonds d'investissement qui sont là pour financer l'innovation, pour croire en des projets, pour soutenir des startups et notamment que ce soit dans le digital. Est-ce que 2 mots sur CIF et le rôle qu'il a, notamment dans la santé, dans le secteur de la e-santé? Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors oui, le fonds CIF, c'est un fonds en fait qui a été créé dans le cadre de l'initiative Innovinvest qui a été portée par la Caisse centrale de garantie, qui a attiré plusieurs investisseurs, que ce soit des investisseurs publics ou privés, avec un objectif principal, celui de faire en fait la promotion et l'investissement dans les entreprises innovantes ici au Maroc et de les aider à se développer plus à l'international. Donc, aujourd'hui, c'est un fonds qui a effectivement fait plusieurs investissements en très peu de temps. On a investi dans plus de 5 entreprises. Là, on est en train de closer 2 autres entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est que notre premier investissement était dans le secteur de la santé. Donc, autant dire que c'est une verticale qui est très, très prisée par l'industrie du capital investissement dans sa globalité, mais également et plus précisément par le capital risque et toute la partie investissement un peu en amont et d'amorçage. Pourquoi ? Et je vous dirais 4 petits éléments qui sont importants à mon sens en qualité d'investisseur, ce qui fait pourquoi ce segment est très attractif pour nous, investisseurs. Tout d'abord, il a un très, très gros potentiel disruptif. C'est-à-dire que pour toutes les technologies avancées, que ce soit de big data, d'intelligence artificielle, d'objets connectés, toutes ces technologies s'appliquent parfaitement à ce segment-là. C'est un formidable terrain d'innovation et de jeu pour ces technologies. Et donc, on a l'opportunité aujourd'hui de pouvoir disrupter de manière assez significative sur ce segment-là. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est que c'est porté par une demande et des dynamiques de marché qui sont particulièrement favorables. Et donc, le besoin est là, le marché est là, que ce soit parce qu'on a une population qui est vieillissante à l'échelle mondiale, qu'il y a un besoin on parle beaucoup de la gestion, je vais parler moi d'expérience ou de parcours patient, il faut l'optimiser. Il y a un véritable besoin en termes aussi d'aide au diagnostic avec des outils d'analyse avancés sur lesquels peut apporter beaucoup en termes d'innovation et tech là-dessus. Et puis surtout, couvrir également des déserts médicaux, mais aussi surtout une gestion peut-être un peu plus efficiente en termes de coûts de nos systèmes de santé qui sont, il faut le dire, dans des situations un peu compliquées. Donc, les dynamiques de marché sont là. Et puis surtout, en tant qu'investisseur, il y a une véritable activité en termes de M&A, d'opérations, de transactions. Je pense que les startups, l'année dernière, ont dû lever au niveau mondial plus de 15 milliards de dollars, ce qui vous indique que c'est l'un des secteurs les plus porteurs. Et donc, nous, quand on est investisseur, on est toujours, bien entendu, intéressé sur notre potentiel de liquidité sur nos investissements. Il s'agit là d'un des secteurs les plus porteurs, sans aucun doute. Je rajouterai un dernier élément qui est, à mon sens, très, très intéressant. C'est que c'est l'un des secteurs où il y a potentiellement une valorisation de la data qui peut être très, très intéressante. Et là-dessus, on en a parlé, on va continuer à en parler, je pense. Mais quand vous parlez de valorisation, c'est quoi? Alors, pas monétisation.
c'est pas de la monétisation, c'est de l'optimisation, on va dire, de la data, pour fluidifier les relations entre les différents acteurs de l'écosystème de santé. On a parlé du médecin, du patient, du laboratoire, du pharmacien, enfin tous les acteurs de la chaîne de valeur autour de la santé, et de voir pour pouvoir optimiser, en fait, que ce soit le suivi qui doit être plus personnalisé, plus réactif et moins coûteux. Donc, c'est aussi aujourd'hui quelque chose qui est très, très valorisé sur ce segment-là. Et encore une fois, qui fait l'attrait de cette verticale santé qui nous intéresse. Alors, parce que vous comprenez bien évidemment, et ça, c'est pour ça que si Sarah Lochny est avec nous, de la crainte des gens de la finalité de l'utilisation des données personnelles recueillies et notamment des données médicales qui sont classées comme données hautement sensibles, Sarah Lochny, je pense, dans la hiérarchie des données personnelles, il y a les données sensibles et les données médicales en font partie. J'ai une question pour vous, docteur, qui arrive. Comme je vous disais, je prends quelques questions au fil de l'eau et celles que je trouve en lien avec notre discussion. J'ai un spectateur qui nous dit qu'il comprend qu'une consultation à distance peut être réussie pour un psychologue, pour un psychiatre, mais pas pour un cardiologue ou un endocrinologue. Etc. Et il vous demande comment est-ce que vous comptez réussir ce type de consultation, surtout quand on a un besoin de vérifier la tension, d'échographier, d'avoir de l'imagerie, etc. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, j'allais vous poser la question sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et jusqu'où on peut aller, techniquement. Après, on parlera légalement, mais là, techniquement. Allez, activez votre micro. Allez-y. Oui, pour vous répondre, j'ai déjà dit, initialement, il y a deux profils de patients. Il y a les patients qui ont déjà un diagnostic, qui sont suivis au cabinet et qu'on connaît très, très bien. L'élément, essentiellement, c'est un élément de surveillance, pas de diagnostic, c'est un élément de surveillance. Surveiller sa tension, surveiller ses examens de sang, surveiller sa diurèse quand on émet des diurétiques, parce que c'est très important quand on met quelqu'un sous diurétique, il peut avoir une hypotension. Par conséquent, c'est des éléments de surveillance, pas de diagnostic. Quand on veut faire un diagnostic pour une pathologie cardiaque, il y a deux types de pathologies. Il y a des pathologies qui nécessitent des examens complémentaires indispensables. Une insuffisance cardiaque, on ne peut pas la déceler uniquement par l'interrogatoire. Il faut obligatoirement un électrocardiogramme et une échocardiographie. Un infarctus, on ne peut pas le déceler uniquement par l'interrogatoire. Mais ce qu'on peut déceler, c'est un début d'angine de poitrine parce que en médecine, l'élément fondamental qu'on nous a appris, c'est que l'interrogatoire est un élément fondamental avant de commencer quoi que ce soit. Un médecin qui n'écoute pas son malade, qui commence déjà par les examens complémentaires sans écouter le malade, ne vaut pas d'être un grand médecin. Donc l'interrogatoire est très important. Quand on a une douleur qui répond aux critères d'une angine de poitrine, on n'a presque pas besoin, quand on a l'expérience, de faire un électrocardiogramme. L'électrocardiogramme vient pour confirmer. De même que lorsqu'on a un doute très fort, ou bien à ce moment-là, on ne va pas s'amuser à laisser le malade chez lui. On demande des examens complémentaires, soit par une prise de sang. Il y a actuellement des laboratoires qui se déplacent à domicile pour doser la troponine qui nous précise si le patient est dans un état grave ou pas. Et quand on juge uniquement par l'interrogatoire que c'est un élément urgent, on l'hospitalise, on ne va pas le laisser comme ça. Donc il y a deux profils. Celui de la surveillance, c'est une chose, et celui de diagnostic. Et le diagnostic ne peut pas être établi dans un premier temps pour un diagnostic précis. Immédiatement, on a besoin effectivement d'électrocardiogramme, d'éventuellement d'échographie. Et maintenant, on a des outils qui nous permettent de faire un électrocardiogramme à domicile, parce qu'il y a s'aider d'un professionnel de santé qui peut faire un électrocardiogramme, qui peut prendre l'attention et qui peut, à domicile, nous donner des renseignements complémentaires pour pouvoir prendre une décision. Alors, Philippe, je reviens vers vous sur deux points, et notamment sur des choses qui sont évoquées par des spectateurs. Et un qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la fraude. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détracteurs de la télémédecine qui disent « Mais attendez, comment on va savoir si c'est la bonne personne, etc. » Bref, mais bon, des questions qui se posaient aussi dans le domaine physique. Est-ce que pour vous, la digitalisation de la santé, des dossiers maladies, c'est de nature à réduire la fraude ou à l'augmenter? Et si c'est le cas, est-ce que c'est… Ou alors, ce n'est pas un point qui finalement freine au niveau de, on va dire, l'accélération de la digitalisation de la santé? C'est un sujet en fait qui est très débattu au niveau des assurances
Il y a une vision pessimiste qui dit que la télémédecine va entraîner une augmentation des consultations, dont un certain nombre inutiles, et de la fraude potentiellement. Donc, il y a une crainte de ce côté-là. Puis, il y a une vision optimiste qui est plutôt celle qui a été exposée par le professeur Mohamed Zizi, qui est de dire qu'on va pouvoir mieux suivre un certain nombre de patients qui ont des affections de longue durée parce qu'on va avoir un suivi fin, on va pouvoir enregistrer les données sur la durée et on va pouvoir lui donner des conseils de prévention ou intervenir avant qu'il y ait une situation d'urgence. En fait, les deux opinions aujourd'hui existent. Ce que nous avons fait, nous, grâce notamment à la connaissance que nous avons de la téléconsultation à travers Davadoc et à ce qu'on a pu constater à l'étranger, c'est qu'on a fait le pari d'être optimiste, c'est-à-dire que l'on va avoir plus d'efficacité collective, plus de confort pour le patient aussi, et qu'on va pouvoir éviter en fait un certain nombre de fraudes avec la téléconsultation, avec un suivi très digitalisé, très rigoureux, tel qu'il est permis par une société telle que Davadoc, plutôt que d'avoir un système où on ignorerait cette évolution. Donc, nous, on a fait le choix de l'optimisme. Je dois dire qu'à l'étranger, ce qui a été constaté, quelles que soient les géographies d'ailleurs, c'est plutôt que la téléconsultation a eu un effet positif en facilitant et en diminuant au global les coûts de l'assurance pour l'ensemble de la collectivité grâce à un meilleur suivi dans le temps, notamment des affections de longue durée comme ont été citées par le professeur Mohamed Zizi sur le diabète ou sur d'autres affections relatives au cœur. Alors, deuxième question est sur l'utilisation des données. Après, ça fera un lien avec Monsieur Sorrochny. Là aussi, il y a beaucoup de, comment dire, de vision un peu apocalyptique et poussée à l'extrême de l'utilisation des données médicales pour ensuite fixer les primes d'assurance. Ça, il y a des espèces de choses qui tournent sur les réseaux sociaux qui sont très rigolotes d'ailleurs, qui vont une personne qui essaie de commander une pizza et qui en fait a un robot au bout du fil et qui lui dit qu'il n'avait pas pris ses médicaments, qu'il avait de la tension et que finalement bref, et peu importe, ça avait une incidence en cascade sur sa prime d'assurance et même sa déclaration fiscale. Bref, c'est un peu pousser la chose un peu loin, mais ça montre quoi? Ça montre qu'il y a une réflexion sur, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les freins, quelles sont les limites à l'utilisation de ces données médicales, notamment dans le secteur des assurances, parce qu'en termes de digitalisation, ça fait longtemps aussi que les assurances déjà américaines utilisent, on va dire, toutes les données pour ajuster des primes d'assurance, normalement dans l'auto, avec une prime qui est en fonction de l'utilisation de sa voiture, etc. Sauf que là, la voiture, c'est notre corps et c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on pourra aller aussi loin ou est-ce qu'il faut des garde-fous? Et là, après, je passerai la parole à César Lochny. D'abord, ce qu'on a vu, et c'est vrai, vous l'avez cité aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en Afrique du Sud, il y a sur de l'assurance santé individuelle des situations où des assureurs proposent à des éventuels assurés de pouvoir se connecter avec des capteurs, c'est souvent des bracelets, qui fournissent un certain nombre d'informations à l'assureur, par exemple sur la pratique du sport journalière ou sur même le pouls ou la tension. Et donc, ça existe. Évidemment, c'est un choix délibéré de la part de la personne qui veut s'assurer d'accepter que ces informations vont être connues de l'assureur. Donc, ce type de dispositif existe et on peut penser qu'il va se développer. Donc, ça veut dire que la technologie est tellement puissante qu'on ne peut pas imaginer tout ce qu'elle pourra faire. Il faut donc se préparer à l'utiliser, mais à mettre des garde-fous et à mettre des limites. Et je pense que là, les structures comme les assurances, qui sont très contrôlées, qui sont l'objet d'une réglementation historique très sévère depuis plusieurs centaines d'années, sont à même d'encadrer l'utilisation de la donnée, de l'anonymiser, puisque vous parlez de la réalisation d'un tarif. Un tarif, c'est réalisé, mais avec des informations qui sont totalement anonymisées, que ce soit sur les voitures ou que ce soit sur la santé. Et là, pour le coup, pour rassurer les éventuelles personnes qui sont inquiètes, il est vrai qu'il y a la réglementation, il y a des audits aussi qui sont effectués par des organismes extérieurs qui peuvent certifier que nous le faisons en respectant les données. Alors, je tiens à dire que néanmoins, on n'est pas allé jusque-là au niveau du Maroc. Aujourd'hui, il n'y a pas d'assureur qui conditionne au port de bracelets ou autre chose quelconque niveau de prime d'assurance. On est là dans des pays qui sont qui sont tournés vers un capitalisme sans doute plus fort. Plus sauvage. César Lochny, sur ce point, et j'ai beaucoup de réactions, beaucoup de questions par rapport à ça, notamment
on voit que c'est une crainte vraiment appuyée de la confidentialité des données et notamment de leur fin d'utilisation. Est-ce qu'il faudra plus, on va dire, des lois, on va peut-être plus claires, on va dire, avec plus de contraintes, ou est-ce que l'appareil qu'on a aujourd'hui, on va dire le substrat juridique dont vous disposez, est largement suffisant? Alors, activez votre micro, c'est normal, s'il vous plaît. Allez-y. Excusez-moi. Je dirais en fait qu'il faut qu'on arrive à comprendre et à partager deux choses. Et une fois qu'on les aura partagées, on aura beaucoup avancé. La première chose, c'est qu'il fut un temps où l'évolution technologique et l'évolution des organisations n'étaient pas aussi rapides que celle d'aujourd'hui. Donc on pouvait imaginer mettre en place une loi et la rafraîchir chaque 10 années en se disant que pendant ce laps de temps, elle fait fonction. Aujourd'hui, les choses vont très vite. Et donc, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir réglementer les technologies. Il faut plutôt faire attention aux usages et encadrer ces usages. Et donc, les lois en tant que telles, elles vont avoir un socle qui va être principiel et il faut être en mesure de suivre, d'interagir, d'échanger avec les secteurs économiques et en l'occurrence dans ce cas-là le secteur médical pour pouvoir délibérer et mettre en place des façons d'encadrer qui ne bloquent pas l'innovation et qui ne bloquent pas le progrès. Donc ça c'est la première chose, c'est une question d'hygiène de la manière avec laquelle on va gérer la loi. La loi, ce n'est pas un bâton, c'est un outil au service d'eux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je vais, disons, faire vite en prenant des raccourcis, c'est qu'il y a une certaine technologie, une certaine façon de faire qui a émergé du marketing, du décisionnel, depuis le début des années 90, qui a abouti à la fin des années 90 à ce qu'on appelle la vision 360 degrés, c'est-à-dire que le client, le patient ou le citoyen avec lequel on interagit avec lui au travers de différents canaux, donc on parlera de multicanal, d'omnicanal, etc. Et on essaye d'avoir une vision complète, intégrée, concernant le sujet, pour pouvoir optimiser ses relations avec et ses interactions avec cette personne. La question, en fait, elle n'est pas dans cette vision à 360 degrés, elle est plutôt dans la largeur de la vision à 360 degrés en termes de protection. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai le droit de savoir en même temps sur la personne? Est-ce que je dois connaître son état de santé et l'élargir à sa situation fiscale et l'élargir à sa situation matrimoniale et l'élargir à autre chose? Ou est-ce que je dois réglementer la largeur avec laquelle on va traiter les visions à 360 degrés pour pouvoir en faire un usage optimal de façon sectorielle et protéger ainsi les uns et les autres par cette réglementation et ce qu'on appelle dans ce jargon-là la tokenisation, c'est-à-dire qu'on gère par token, par jeton, chacun des secteurs de façon verticalisée et de façon rationnelle. Donc c'est là qu'il y a le problème ou la problématique. Bien sûr, la problématique du process, c'est-à-dire quand je manipule le dossier patient, qu'est-ce que j'en fais, quelles sont les informations qu'il comporte, qui a accès, qui peut consulter, qui peut s'informer, etc. Ce process-là doit être sécurisé également, mais pas que. Aujourd'hui, cette vision de process, c'était une vision de protection, je dirais, de la fin des années 90, début des années 2000. Depuis les années 2000, on est plutôt dans la protection de cet étage-là, ce rez-de-chaussée, et il faut rajouter le premier étage qui est la vision à 360 degrés qu'il faut réglementer de façon citoyenne.
Alors, en parlant de 360 degrés, Zineb, je vais te poser une question parce que nécessairement, il y a beaucoup de questions aussi sur la législation et c'est normal parce que les gens se posent la question de savoir aujourd'hui où en est-on de la législation, de la légalité de la télémédecine. On sait qu'il y a un décret, on sait qu'il y a un certain nombre de choses dont on attend aussi en termes d'évolution législative. Où est-ce qu'on en est, Zineb, aujourd'hui? Ouais. Écoute, Faisal, aujourd'hui, la législation existe concernant la télémédecine. Ce décret a été appliqué en juillet 2018, sauf que la législation actuelle n'est pas spécialement adaptée à tous les contextes et toutes les modalités de la pratique de la télémédecine. Preuve étant qu'elle n'aura pas été en mesure de s'adapter au contexte Covid-19, je dirais qu'il a mis quand même en avant pas mal d'incohérences qu'elle peut présenter. On va dire que c'est un premier jet, une première tentative qui n'a pas forcément pris en compte tous les scénarios. C'est un début et il faut la faire évoluer. Tout simplement, il y a la partie de l'opérationnalisation des actes de remboursement de la téléconsultation, par exemple. Aujourd'hui, on a un assureur comme AXA qui ont pris le devant et qui ont annoncé que ces téléconsultations vont être remboursées. Quid des acteurs et des assurances du secteur public. On parle aussi justement d'une présence physique pendant la téléconsultation d'un professionnel de santé. Qu'en est-il dans le contexte Covid et qu'en est-il pour les patients qui savent s'exprimer et qui n'ont aucun souci à s'exprimer avec un médecin qui les suit depuis un moment? Ça, c'est ce qui est prévu par la loi. Il faudrait qu'en face, il y ait assistance d'un personnel de santé avec le patient qui est en train de se faire téléconsulter. C'est ça? Oui. C'est ça. Enfin, si on le dit de cette manière-là, oui, absolument. D'accord. OK. Donc, à mon sens, on est très, en tout cas, en tant que plateforme dans la technologie, on est persuadé que toutes les législations sont amenées à évoluer. Monsieur Sarlochny a aussi mentionné que les technologies, que le progrès, les lois ne doivent pas bloquer l'innovation ni la technologie, mais que bien évidemment, elles doivent les accompagner. Alors, docteur, moi je vais vous poser une question. C'est vrai que c'est un sujet, hein, on en discutait avec Zineb, c'est un sujet, la téléconsultation, qui est bizarrement clivant. Alors, on a autant des adeptes que des gens qui sont contre vous en tant que praticien, qui l'a pratiqué. Est-ce que vous comprenez les craintes de certains autres praticiens, de vos confrères qui se disent que ça peut être quelque chose d'assez… alors, peut-être pas qui mettent en danger leur activité, mais est-ce que vous comprenez pourquoi c'est aussi clivant? Alors, si vous activiez votre micro, ça serait mieux. Moi, je Merci pense beaucoup. que c'est absolument complémentaire. Le cabinet, les cliniques, les hôpitaux, on ne va pas s'en passer. Mais pour avoir un renseignement rapide et intervenir assez rapidement, la téléconsultation nous permet d'avoir cette possibilité d'entrer au contact immédiatement avec le malade et de gérer une urgence. Généralement, soit des urgences, parce que les malades, quand ils téléphonent, c'est qu'ils ne sont pas bien, soit une surveillance avec des gens qui ont des complications de leur traitement et de leur maladie. Donc, ce n'est pas une concurrence entre la médecine telle qu'elle est conçue et la médecine qu'on voudrait d'avenir, mais je pense que ce sont deux méthodes complètement complémentaires qui peuvent aller dans l'intérêt du patient. Et tout notre intérêt du médecin, c'est de pouvoir soigner si c'est possible, souvent, et guérir si c'est possible. Et avec cette méthode, je pense qu'on fait beaucoup de progrès. On ne va pas nier quand même que pendant cette période de Covid, où le malade ne peut pas se déplacer et on n'a aucun élément pour pouvoir avoir un élément d'orientation pour sa pathologie, on a des éléments quand même qui sont importants. En plus, dans l'avenir, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'outils connectés qui vont nous permettre de faire un diagnostic beaucoup plus précis. Ceci étant, je dis et je répète, ce n'est pas une médecine parallèle ou concurrentielle, c'est une médecine
complémentaire qui, à mon avis, va apporter d'éléments positifs pour le patient. Alors, j'ai un spectateur qui nous dit, alors ça aussi, c'est des questions qu'on se pose dans tous les secteurs. Est-ce qu'on a vu l'accélération avec le Covid, de la contrainte naît l'innovation ou nécessité fait loi? On peut utiliser toutes les maximes qu'on veut, mais est-ce que vous pensez que post-Covid, eh ben, ça continuera, ça va continuer sur cette lancée ou ça va refaire pchit et puis après, ça Moi, n'aurait pas cette lancée. Vous pensez que ça a été une rampe de lancement Moi, monumentale? je pense que c'est un élément qui va aller de l'avant parce que la digitalisation nous facilite la tâche, nous aide à prendre en charge nos patients. Et je pense que les gens qui critiquent ou qui sont frileux de cette méthode ne l'ont pas expérimenté. Je pense qu'il faudra que les gens s'y mettent et qu'ils entrent en contact le plus souvent avec leurs patients. Et je pense qu'ils vont être très adhérents à cette méthode, à mon avis. Philippe, j'ai une question sur le remboursement. Alors, on nous pose la question, qu'en est-il du remboursement de la téléconsultation au Maroc? Vous êtes pionnier au Maroc en la matière, en termes de décision de remboursement, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, tous les autres organismes de prévoyance mutuelle, etc., ne sont pas encore dans cette optique-là. Et finalement, vous êtes dans cette pratique depuis combien de temps de remboursement de la téléconsultation? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, comment ça fonctionne, comment ça se passe? Et puis surtout, quand vous êtes passé au remboursement, c'est que vous avez une idée claire de ce que ça représente, même en termes de fraude ou de fiabilité. On a une idée potentielle à travers des expériences à l'étranger, bien sûr, sur ce qui s'est passé. Ce qui a été vu à l'étranger, c'est que la téléconsultation, effectivement, est maîtrisée. Elle ne remplace pas la consultation en temps normal et elle vient compléter, comme l'a très bien dit le professeur Mohamed Zizi. Et donc, on est face à une évolution. Cette évolution, on a considéré qu'il fallait l'accompagner. Et plutôt que de résister au changement, c'est mieux de l'accompagner. Donc, on a défini un cadre dans lequel on prend en charge les remboursements de la téléconsultation. Néanmoins, il y a bien un acte médical, il y a un médecin qui intervient, il y a une ordonnance qui est délivrée, une copie de ces éléments sont fournis. Et donc, finalement, on a des informations assez comparables à ce qui serait fait avec une consultation normale et une ordonnance normale. Donc, pour le coup, la différence vue d'un assureur, elle est assez étroite, elle est faible. Et donc, pour nous, ça vaut la peine. Depuis quand l'avons-nous fait? En fait, nous l'avons lancé dans le monde, à travers AXA, dans d'autres pays depuis quelques années, mais nous l'avons au Maroc lancé le remboursement quelques jours avant le confinement, en se disant que dans le cadre du confinement, ce serait quelque chose qui viendrait aider nos clients, nos assurés, à passer ce cap. Donc, l'expérience, elle est trop courte pour pouvoir aujourd'hui tirer un bilan au niveau du Maroc. Alors, on va dire, dans la lignée de cette question, et c'est d'ailleurs la même question, c'est par rapport aux autres organismes, on va dire publics, que ce soit la CNSS, que ce soit la CNOP, soit alors d'autres même mutuelles sectorielles. Est-ce qu'il y a des discussions sans venir des choses autour de ça, autour du remboursement, de la prise en charge de la téléconsultation à l'avenir? Zineb? Ouais. Oui, je suis là, Faisal. Écoute, oui, en effet, c'est prévu par les textes de loi que les téléconsultations vont être remboursées. Et toutefois, ce que je disais, c'est que le process n'est pas encore opérationnel. Et on espère vraiment que toute cette partie-là va pouvoir se concrétiser très, très rapidement. Vu le contexte actuel, vu l'accélération de la digitalisation dans le secteur de la santé et vu la crise sanitaire actuelle aussi, puisque les patients, malgré le déconfinement, et puis ils vont avoir des réticences à vouloir se déplacer chez le médecin. On a des chiffres concrets. Il y a une étude de McKinsey qui a été publiée tout récemment, le mois dernier, où aux États-Unis, avant le Covid, 11% de la population, des patients consultés à travers des téléconsultations. Au début de la crise, on est passé à 50%. On est en train de voir réellement un changement d'habitude, un changement des mœurs. Comme l'a mentionné Dr Zizi, c'est clairement on va dire, le futur de la manière de consulter un médecin, bien évidemment avec ses limites.
Et toute la chaîne de valeur doit accompagner ce process, notamment les différents acteurs de cette chaîne de valeur. Alors, Meriem, j'aimerais revenir sur… alors, tu es présidente de la commission Startup et Transformation Digitale à la CGEM. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir quelles sont finalement toutes les actions, les mesures que vous mettez en place pour accompagner ce secteur. Alors, quand je parle du secteur, c'est de la e-santé. Est-ce qu'il y a une véritable réflexion par rapport à ce secteur en particulier ? Alors, moi, ce que je souhaite rappeler, c'est que deux choses principales. D'abord, quand on parle de transformation digitale, il faut se rappeler que c'est d'abord une transformation humaine. Hein. Il faut changer les mindsets et c'est d'abord ça l'enjeu. Le challenge n'est pas un challenge technologique, c'est un challenge de mindset, de réflexion et de mentalité. Le deuxième élément, c'est qu'il faut garder en tête que le digital est un moyen, ce n'est pas une finalité en soi. Donc, le digital est là pour aider, pour améliorer, pour rendre plus efficient le service, le produit et aider en fait le secteur et toute la chaîne de valeur concernée. Donc, en ce qui concerne la e-santé, au même titre que les autres secteurs, j'allais dire, on suit un peu la même dynamique, c'est-à-dire qu'il y a une première phase qui est celle de sensibilisation. Comprendre ce que, je pense que c'est Dr Zizi qui en parlait, que finalement, le digital n'est pas un concurrent, n'est pas une menace, mais plutôt une opportunité. Et donc, sensibiliser déjà les acteurs autour du fait qu'il y a un potentiel là-dessus et qu'il y a des choses à gagner en tant qu'acteur plutôt à adopter la transformation digitale, c'est déjà un point qui est très, très important. Et là, merci le Covid, quelque part, parce qu'il nous a obligés tous collectivement à subir une digitalisation à pas forcer et à finalement être sensibilisés un peu à la dure, concrètement, à cet intérêt de la digitalisation. Maintenant, il ne suffit pas d'être sensibilisé, il faut pouvoir implémenter cette transformation digitale. Et c'est là qu'intervient une phase qui me semble moi très importante, c'est l'accompagnement d'un secteur dans son implémentation pour pérenniser. On parlait tout à l'heure de dire comment est-ce que ça se passe, est-ce que tout ça ne va pas faire pchit post-Covid et chacun va revenir en fait à la vie d'avant. Non. Aujourd'hui, on a vécu une accélération, clairement. Cette accélération, il faut la pérenniser et il faut la pérenniser en trouvant des solutions d'accompagnement secteur par secteur parce que ça ne se réfléchit pas de manière uniforme sur tous les secteurs. Il faut vraiment une approche verticale. Chacun a ses propres problématiques avec des profils différents et des dynamiques différentes. Et là-dessus, je pense que c'est intéressant d'y réfléchir tous ensemble et d'apporter des solutions aux acteurs. Alors, nous, au sein de la CGEM, on a fait pas mal de sujets. La santé ne faisait pas partie des différents secteurs qui ont été, entre guillemets, prioritisés. Mais les secteurs sur lesquels on est en train de travailler sont des secteurs notamment autour du e-commerce, où on a vu effectivement une poussée là-dessus. On est en train de réfléchir aussi aux chaînes de valeur autour de l'agroalimentaire. Ce sont deux projets qu'on est en train de lancer. Le e-commerce, parce que, bon, on a tous vu le boom sur cette thématique-là. Il y a un besoin de formation là, pour le coup, pour savoir utiliser l'outil des plateformes et tout ce qu'offre comme opportunité là-dessus. Et puis l'agroalimentaire également en termes de chaîne de valeur, de meilleure optimisation de nos chaînes de valeur et d'assurer la sécurisation de ces chaînes de valeur. Donc il y a aujourd'hui, la santé bien entendu est un secteur prioritaire sur lequel on sera ravis de réfléchir avec les différents acteurs pour réfléchir à une forme et à un format d'accompagnement qui soit pertinent pour les acteurs de cet écosystème. Alors Zineb, j'ai une question sur la sécurité des plateformes, notamment puisque toi tu as une plateforme et c'est vrai que ça se pose au niveau international. Beaucoup de gens se posent la question sur le niveau de sécurisation des plateformes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça revient la sécurité des données bien évidemment et En effet. Écoute, Faisal, nous, aujourd'hui, on utilise des standards technologiques les plus sécurisés comme l'HTTP encryption. On est HIPAA compliant pour tout ce qui est sécurité maximale. On a obtenu l'autorisation de traitement de données de la part de la CNDP pour des traitements particuliers. Donc, aujourd'hui, on se met à un niveau vraiment pour rassurer nos utilisateurs, que ce soit les utilisateurs professionnels de santé ou les utilisateurs patients, pour qu'ils puissent utiliser la plateforme en toute sécurité et en toute bienveillance. Et c'est la priorité chez nous. Nous sommes une plateforme technologique qui opère dans le secteur de la santé
Et notre but principal, c'est de pouvoir opérer dans les sécurités maximales en tout ce qui concerne données personnelles. Docteur, une question pour vous encore. J'ai un autre docteur qui vous pose une question. Télémédecine, ok, mais disparition de l'humanité. Enfin bon, je vois du côté humain. Voilà, la disparition de l'humanité. Vous êtes d'accord avec ça? Le micro, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est embêtant. C'est mieux de se voir en chair et en os, mais c'est comme ça. On doit faire avec. Allez-y, docteur. Juste déclenchez votre... Voilà, allez-y. Le côté humain, moi, je pense au contraire. Le fait d'entrer en contact beaucoup plus souvent avec les patients, même si on ne les touche pas, il y a un dialogue qui apparaît entre le médecin et son patient. Avant, et même jusqu'à maintenant, on fait un diagnostic, on donne une ordonnance, et le malade, on ne le voit plus, on le voit à la prochaine consultation. Entre-temps, ce n'est pas qu'on l'a perdu de vue, on n'a pas eu de contact avec lui. Or, tous les jours, il peut avoir des complications, tous les jours, il peut avoir des effets secondaires, tous les jours, il peut avoir un renseignement qu'il veut demander au médecin. Quand on a cette télémédecine ou cette téléconsultation, on peut entrer en contact rapidement avec le patient, le traiter et le soulager. La qualité de vie est meilleure, l'observance est meilleure, et je pense que les relations humaines sont meilleures. Les relations humaines, ce n'est pas toujours contact physique. Les relations humaines, ça peut être un contact indirect par l'intermédiaire de cette télémédecine. Moi, je pense au contraire, c'est le côté humain qui nous approche plus qu'il nous sépare. Moi, j'ai une question. Tourne vers l'Afrique, on parle du Maroc, mais vous m'entendez? Je vous entends mal. Vous m'entendez, docteur, ou pas? Oui, là, je vous entends, oui. Ok. Je m'adressais à Philippe, de toute façon, donc, mais c'est bien, c'est bien. De toute façon, il faut que vous m'entendiez tous. Philippe, c'est vrai que le continent africain sur lequel nous sommes pose de véritables défis et challenges en termes d'accès aux centres de santé. Chez nous aussi, nécessairement, hors Covid, l'accès aux centres de santé aussi dans certaines régions est extrêmement, on va dire, difficile. En Afrique, dans certains pays africains encore plus. Est-ce que vous avez une vision, on va dire, stratégique de la e-santé et de son développement sur le continent? Oui, nous sommes persuadés effectivement qu'il y a beaucoup de lacunes en Afrique, mais en même temps qu'il y a un champ des potentiels très très grand, dans la mesure où il y a moins de structures qui se sont ossifiées, statifiées et qui ont du mal à bouger, tout simplement parce qu'elles ne sont pas là. Et donc, c'est une opportunité pour que la e-santé vienne compléter l'accès aux soins des populations africaines. Quelques exemples que mon entreprise AXA met en place. Par exemple, en Égypte, on a lancé la mise en place de cabines de téléconsultation dans des centres commerciaux. Il faut savoir qu'en Chine, il y a un assureur qui fait ça, s'appelle Ping An, et il a dénommé ses cabines Ping An Good Doctor, les bons docteurs. Et il y a eu aujourd'hui 265 millions de consultations médicales dans ces cabines de téléconsultation situées dans les centres commerciaux. On essaye ça en Afrique, je ne sais pas si ça va marcher, mais on l'essaye en Égypte. Mais alors, sur des cabines où on peut prendre la tension, on peut prendre quoi, la température, la tension, ce genre de choses? Oui, glycémie et des choses de ce type. Donc, on peut compléter le suivi, notamment pour des affections de longue durée. Donc, on teste en ce moment, on a lancé ça dans un certain nombre de centres commerciaux. Au Nigeria, par exemple, il y a beaucoup de fraude aux médicaments. Il y a des faux médicaments qui sont vendus et les patients en subissent malheureusement les conséquences. Et donc, on a investi dans une start-up nigériane qui permet de tracer électroniquement la vie du médicament entre le moment où il est produit et le moment où il va être délivré. Et donc, ça donne aussi des garanties pour le patient final que son médicament n'est pas un faux, qui peut entraîner d'autres conséquences, en tout cas qui n'aura pas les conséquences attendues du médicament. Donc voilà un deuxième exemple. En Afrique subsaharienne, Côte d'Ivoire, Sénégal, les personnes ont rarement des comptes chèques et donc les primes d'assurance, mais aussi les sinistres santé, donc les remboursements santé, sont effectués directement sur les smartphones, dans la mesure où c'est le moyen maintenant de paiement le plus facile dans ces pays-là. Donc l'Afrique a des lacunes, mais elle a aussi un avantage, c'est que beaucoup de ces technologies
qui en Europe ne sont peut-être pas nécessaires, le sont plus en Afrique et donc vont pouvoir se développer. Donc on croit à l'e-santé en Afrique. Et puis l'exemple de l'Afrique du Sud montre que même ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la technologie permet même de suivre et quasiment de calculer en direct les primes d'assurance. Ce n'est pas nécessairement notre objectif, ce n'est pas notre stratégie, mais il faut constater qu'en Afrique, ça a pu être mis en place. Donc il faut être optimiste. L'Afrique pourra bénéficier de l'e-santé. Alors, César Rochny et puis Zineb. César Rochny, c'est vrai que j'ai une question et qui est en lien, encore une fois, avec la sécurité des données. Est-ce que sur des plateformes telles que la vôtre ou d'autres plateformes, il nous faut le consentement du patient? Est-ce qu'il faut lui assurer la traçabilité des dossiers, de ces données? Est-ce que ça, c'est un prérequis nécessaire pour pouvoir exercer la télémédecine dans de bonnes conditions? De permettre aux patients d'avoir comme si on prend un transporteur, que je sache où est parti mon dossier médical, chez qui, où et comment. C'est César Rochny. Écoutez, pour comprendre la chose, il faut considérer qu'il y a deux couches. Il y a la couche de la plateforme qui permet la mise en relation entre le patient et le médecin. Et il y a la couche justement où a lieu la téléconsultation et c'est la relation entre le patient et son médecin. La responsabilité, encore une fois, de la protection de la donnée, et elle se place au niveau de la première couche. C'est le cabinet médical qui récupère de la donnée, c'est lui qui la manipule, c'est lui qui la stocke dans son espace privé au sein de la plateforme. Si la plateforme autorise tous les éléments de sécurité qui permettent à la première couche de faire son travail en respectant la protection des données, c'est que les choses se passent normalement et comme il faut. Donc il faut vraiment poser la question en deux étapes. La première étape, c'est que la plateforme en tant que telle doit permettre des opérations sécurisées. Et la deuxième étape, c'est que les gens qui vont manipuler ces plateformes, c'est eux qui sont responsables d'un point de vue légal de la data. Zineb? Oui, écoute, je pense que César Rochny a résumé en deux points la partie traçabilité et responsabilité de la finalité du traitement des données à caractère personnel. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans les actes de téléconsultation, les discussions entre patients et médecins ne sont pas enregistrées, donc il n'y a il n'y a pas de données, on va dire, enregistrées par rapport à la conversation. Toutefois, le médecin prend la responsabilité de prendre des notes concernant son patient pour accompagner le dossier du patient concernant le diagnostic qu'il aurait émis lors de cette téléconsultation. J'ai une question, je te garde, Zineb. C'est par rapport au prix, et c'est normal qu'on pose cette question. Est-ce que le prix d'une téléconsultation est le même que celui d'une consultation normale? Oui, aujourd'hui, le prix de la téléconsultation par consultation vidéo est au même tarif qu'une consultation en présentiel. Pourquoi aujourd'hui on va parler de différence de tarif? Le médecin va consulter et va prodiguer un acte médical. Le diagnostic, qu'il se fasse par vidéoconférence ou qu'il se fasse en présentiel, sera le même. D'accord. Alors, écoutez, je suis en train vraiment de tracer toutes les questions. Je pense qu'il est 18h09, ça fait 1h10 qu'on discute. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour avec le mot de la fin, avec ce qui serait intéressant pour vous, de manière synthétique, pour que la télémédecine puisse prendre son essor, qu'elle soit mieux encadrée aussi et qu'elle permette de s'exprimer dans toutes ses composantes. Meriem, toi, comment tu vois l'avenir et quels seraient les prérequis, en fait, les next steps, on va dire, pour que la télémédecine soit vraiment pas la médecine de demain, mais la médecine complémentaire de demain et qu'elle démocratise et qu'elle donne accès aux gens qui ne peuvent pas
qui n'ont pas nécessairement accès à des centres de santé. Malim. Alors moi, je suis plutôt optimiste sur le sujet parce que ce que nous a montré cette crise de Covid, c'est deux choses. Ça a mis en lumière l'importance des systèmes de santé, l'importance d'investir dans ces systèmes de santé. Le deuxième point, ça a été la transformation digitale et tout l'outil digital. Donc, il se trouve que la e-santé, une bonne chose, l'effet double bénéficie doublement puisqu'on est à l'intersection, c'est la santé et le digital, donc ensemble. Donc, les dynamiques sont là. Elles sont clairement identifiées. On voit une volonté que ce soit des investisseurs privés ou publics d'investir fortement dans ce monde post-Covid autour de ces thématiques-là. Et il faut absolument que tous les viviers d'innovation aujourd'hui qu'on a au Maroc puissent se mobiliser pour pouvoir faire développer un véritable écosystème très innovant autour de la e-santé. Donc, moi, mon sentiment, c'est qu'il y a, pour pouvoir y arriver, effectivement, le point important, on en a beaucoup parlé, c'est de protection de données et s'assurer qu'on puisse effectivement contrôler ça, avoir des garde-fous réglementaires, mais ne pas venir en obstacle et en barrière à l'innovation et au développement des technologies autour de ce sujet-là. Le deuxième élément, c'est un sujet plus réglementaire et de loi. Il faut que les lois puissent être en ligne avec les pratiques actuelles et se mettre à jour concrètement sur ces sujets-là. Et c'est nécessaire qu'ils puissent devenir encore une fois un allié à ces innovateurs et à ces entreprises innovantes pour qu'elles puissent un petit peu déployer leurs ailes, ce qui se passe un peu partout dans le monde, et qu'on puisse également rattraper ce retard-là au niveau du Maroc et qu'on puisse, pourquoi pas, envisager que nos innovations puissent aller en dehors de notre pays et pouvoir conquérir d'autres régions. Donc, on a besoin absolument de ces alliés qui est le régulateur pour nous et vraiment un allié, je pense, pour ce secteur-là comme pour d'autres, mais spécifiquement ce secteur parce qu'il touche l'humain, la santé. Et donc là-dessus, c'est à mon avis des prérogatives importantes pour pouvoir assurer le développement de ces segments-là. Mais les dynamiques sont là, donc il n'y a qu'à maintenant. Oui. Docteur Zizi, même pour votre dernier mot, j'ai des confrères à vous, notamment des cardiologues, qui sont, on va dire, du côté de la téléconsultation, mais qui, eux, se disent que demain, ils pourront… Il y a déjà du monitoring à distance qui est fait aux États-Unis, mais ça demande des équipements, ça demande des objets connectés dont on a parlé. Est-ce que ça ne va pas être clivant, encore une fois, pour certaines populations de devoir être équipées, notamment d'équipements, de capteurs, pour que ça puisse être démocratisé? Écoutez, dans un premier temps, il va y avoir un choix, c'est évident, parce que tout le monde ne va pas avoir des outils connectés. Mais avec le temps et avec le développement de la digitalisation, je pense que toute personne pourrait être connectée. C'est comme le mobile. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient le téléphone mobile. Actuellement, tout le monde a un mobile, comme tout le monde a 3G, tout le monde peut être connecté. Par conséquent, moi, je fais confiance dans la digitalisation. Je fais confiance dans la médecine qu'on va pratiquer demain. C'est la médecine d'avenir. C'est une médecine, c'est une télémédecine, premièrement. C'est une médecine préventive. C'est une médecine prédictive. C'est une télémédecine curative et c'est une télémédecine participative parce que le patient est au cœur de cet ensemble. C'est le patient qui compte le plus, c'est le patient qui doit être à l'aise et qu'avec tous les éléments qu'on va avoir, on pourra le prendre en charge correctement et bien. Sisser Rouchni, votre dernier mot pour que demain, alors vous avez encore une fois, c'est la première question que je vous ai posée, le chantier sur la protection des données médicales était pour 2020. Les next steps, finalement, les prochaines étapes pour qu'on ait un cadre qui soit le plus propice possible au développement légal, on va dire, et clair et encadré de la télémédecine? Je pense en fait que nous avons jusque-là principalement parlé de la vitrine, mais pas encore parlé de l'arrière-boutique. Je m'explique. En fait, il n'y a aucun débat. Le digital favorise et rapproche le service du citoyen, encore une fois, que ce soit le service médical, si j'ose utiliser cette terminologie, ou le service d'un autre genre. Et les définitions données sur les différentes médecines par le docteur Zizi sont très éloquentes. Ce qu'il faut peut-être à un moment traiter, et ce que nous devons traiter,
c'est que tous ces processus optimisés, digitalisés, fluidifiés, rapprochés du citoyen, etc., génèrent de la donnée. Est-ce que ces données-là, on va la traiter de façon neutre, de façon insipide? Est-ce qu'on va considérer, au-delà de la protection de cette donnée, est-ce qu'on va la considérer comme étant un actif à structurer, à stocker selon certaines normes et à héberger selon certaines normes comme il est fait dans d'autres pays? En fait, toute l'arrière-boutique est à monter et à organiser pour assurer les niveaux de sécurité suffisants, les niveaux de gestion suffisants, les niveaux d'hébergement suffisants pour que justement la vitrine puisse donner la meilleure image de l'ensemble. Ok. Philippe, pour demain. Si j'avais pour les assurés, nos assurés, je dirais, tester la téléconsultation, vous l'adopterez, c'est à peu près sûr. Aujourd'hui, personne ne discute de l'utilité du téléphone. Demain, personne ne discutera de l'utilité de la téléconsultation. Et puis, je pense aussi que le Maroc a une belle carte à jouer sur l'e-santé en Afrique. Sur beaucoup de domaines, le Maroc a été leader et a pu partir à la conquête de l'Afrique. Je crois que sur le domaine de l'e-santé, le Maroc est aussi bien placé pour le faire. Une entreprise comme Dabadoc peut partir à la conquête de l'Afrique, notamment de l'Afrique subsaharienne, très facilement avec le savoir et tout ce qu'elle a acquis et réussir à devenir la première plateforme de téléconsultation et de télésanté à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne. Donc, il y a une superbe carte, il faut la jouer. Et puis, pour l'humanité au global, je pense que toutes ces évolutions technologiques bien encadrées sont une grande source d'optimisme pour le futur. Mariam, vous pouvez activer ton micro. Ouais. J'ai déjà dit mon mot de la fin, mais je peux le redire. Non, mais c'était en lien avec ce que disait Philippe, parce que là, on est sur le côté, encore une fois, innovation. Et, non, mais je le rejoins à 200%, pour être tout à fait honnête. On a une belle carte à jouer. C'est pourquoi c'est important pour nous d'avoir le régulateur qui puisse être, on va dire, favorable et bienveillant sur le développement de ces technologies, de ces sociétés qui sont innovantes pour les aider à développer. Le marché est très, très large. Les dynamiques sont là. On peut avoir des vrais produits et des solutions qui sont disruptives, qui peuvent s'appliquer partout, non seulement en Afrique, mais partout. Donc aujourd'hui, on a le potentiel, on a les talents. Il faut juste que l'environnement soit un environnement bienveillant et favorable pour ce développement. Je disais, le financement est là, que ce soit public ou privé. La volonté et les talents sont là, innovants au Maroc. Il y a le vivier innovant là-dessus. Donc, charge à nous maintenant de créer cette émulation et de pouvoir aller à la conquête de ces marchés qui sont des marchés qui nous sont ouverts naturellement, donc vers lesquels on peut vraiment faire un véritable bénéfice positif là-dessus. Zineb, pour finir, par rapport à tout ce que tu as entendu, en tout cas, on a fait le tour des questions qu'on voulait adresser. On a répondu à beaucoup de questions qui m'ont été posées. Je les ai un peu, il y avait beaucoup de questions qui portaient sur les mêmes sujets, donc je les ai agrégées. Zineb, tu as un dernier mot? Déclenche ton micro, Zineb. Ce serait mieux pour le dernier mot. Non, c'est pas encore. C'est bon. Ouais, c'est bon. Il faut absolument reconnaître que cette crise elle a vraiment le mérite d'avoir accéléré massivement cette transformation digitale dans le secteur de la santé. On a vu justement une recrudescence de la demande par rapport à l'outil de la téléconsultation. Elle s'est en fait, je dirais qu'elle s'est vraiment accompagnée sous l'effet de la contrainte. Et elle a réussi à vraiment digitaliser le secteur de la santé. Mon mot de la fin, ça serait vraiment digitaliser pour soigner mieux et soigner moins cher. Et aussi avoir le support des législateurs, penser à la télémédecine, pas simplement pour les déserts médicaux, mais aussi d'une manière générale pour accompagner les patients, parce qu'on doit être dans une patient-centric vision. Aujourd'hui, le patient doit être au centre de cet écosystème.
Et on doit vraiment imaginer un écosystème qui soit intégré, bien évidemment avec un contrôle et une sécurisation des données entre le patient, le médecin, l'hôpital, le pharmacien, l'assurance de santé, pour un suivi qui soit beaucoup plus personnalisé, plus efficace, plus réactif et puis moins coûteux. Et le Maroc, il gagnerait beaucoup à consolider son dispositif de prévention parce qu'il y verrait vraiment une réduction des coûts des soins dans le futur. Bien, merci beaucoup. Merci à tous et merci d'avoir éclairé et d'avoir répondu à tous les gens qui étaient avec nous. Je remercie aussi tous les participants qui nous ont regardés depuis tout à l'heure. Je vois que le chiffre n'a pas baissé, donc merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. J'ai appris des choses et j'espère que vous en avez appris aussi. J'espère qu'on aura répondu à toutes vos interrogations. Merci Philippe, merci Mariam, merci Dr Zizi, merci César Rochny, merci Zineb encore une fois. Merci à tous. Et à très bientôt pour merci. parler encore de la télémédecine. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci Faisal. Merci.